Alors, je vais maintenant, moi, de mon côté, le mandat qui m'a été confié par les organisateurs de ce colloque, c'est de vous faire une présentation sur l'engagement des entreprises dans le marché du carbone du Québec. Depuis ce matin, on parle de différents mécanismes de tarification du carbone. Évidemment, on voit qu'au Canada, les différents États membres de la Fédération ont choisi des systèmes qui correspondaient, selon de l'avis du gouvernement de chaque province, au profil de l'économie de chaque province et aux attentes de la population en ce qui concerne la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Au Québec, et je vais vous parler donc de la situation du Québec, je sais que la professeure Trudeau, il y a peu de temps, vous a fait une présentation du régime québécois de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. Ma présentation va peut-être un peu couvrir certains aspects qui vous ont déjà été présentés par la professeure Trudeau. Alors, je vais peut-être clarifier les choses, peut-être que je vais redire certaines choses, mais je voulais vous présenter un tableau du principal mécanisme qui a été mis en place au Québec pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais donc revenir rapidement sur le système de plafonnement et échange de droits d'émission. Je vais insister sur le fait que l'année 2009 est une date charnière au Québec, parce que c'est cette année-là que l'Assemblée nationale s'est saisie du dossier des changements climatiques et a apporté des modifications à la loi sur la qualité de l'environnement, qui est la loi cadre de l'environnement au Québec, pour justement encadrer le plan d'action du gouvernement du Québec sur les changements climatiques et pour charger le ministre responsable de mettre en place un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, qui est connu comme étant le SPED. Le SPED, c'est l'acronyme du règlement de mise en œuvre de cette loi-là. Le choix qui a été fait par le gouvernement et par l'Assemblée nationale en 2009, c'était effectivement de dire au Québec, le mécanisme qui nous apparaît le plus attrayant, qui nous apparaît le plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, devrait être un mécanisme qui s'apparente aux mécanismes qui régissent notre économie de marché. Donc, de créer un marché du carbone, de la même façon qu'il existe un marché des valeurs mobilières. Donc, l'idée de créer un marché est apparue attrayante au Québec, comme c'était apparu attrayant à plein de gouvernements auparavant. Prenons le cas de la Californie, qui s'est dotée d'un marché du carbone. Prenons le cas de l'Union européenne, qui s'est dotée d'un marché du carbone dès 2005. Alors, et il y a plein d'autres endroits dans le monde où les gouvernements considèrent qu'un marché du carbone est un instrument qui s'insère bien dans une économie de marché, d'une part, et un instrument qui devrait faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre vont effectivement diminuer. Alors, c'était le choix politique et économique qui a été fait par le gouvernement et par l'Assemblée nationale en 2009. Pour ce qui est du plan d'action du Québec, le Québec s'était intéressé au marché du carbone, pas au marché du carbone, pardon, au problème des changements climatiques déjà depuis plusieurs années. Ça remonte à l'époque du protocole de Kyoto que le Québec avait entériné pour des fins politiques. Et le Québec avait développé, avait élaboré un plan d'action pour diminuer
les émissions de gaz à effet de serre. Le plan d'action du Québec avait été élaboré à l'origine en 2005, donc 4 ans avant l'adoption des modifications à la loi sur la qualité de l'environnement, et ce plan d'action visait à diminuer de 6 les émissions québécoises de gaz à effet de serre d'ici 2012. Alors, c'était l'objectif de ce premier plan d'action. La diminution des émissions a plutôt été de 8 Donc, on a excédé l'objectif qui était fixé au départ. Il faut savoir que pour calculer la diminution des émissions de GES, on utilise généralement l'année 1990 comme point de départ, comme ce fut le cas pour le protocole de Kyoto et comme c'est le cas pour tous les calculs qui sont faits au niveau du GIEC ou au niveau des Nations unies, de tous les organismes internationaux. Alors, ce marché du carbone qui a été mis en place au Québec faisait partie du nouveau plan d'action. Et dans le cadre de ce plan d'action-là, il y avait un objectif de réduire de 20 les émissions de GES en 2020 par rapport aux émissions de 1990. Nous sommes présentement à l'intérieur de ce plan d'action avec cet objectif de diminuer de 20 les émissions québécoises en 2020. Et l'instrument par excellence dont le gouvernement s'est doté, c'est justement ce marché du carbone. Le marché du carbone devait permettre une tarification du carbone, donc un coût carbone, qui doit être payé par tous ceux qui émettent du carbone ou du CO2 dans l'atmosphère. Et ce coût carbone devrait avoir pour effet de changer les comportements de ceux qui émettent des GES, de sorte à en émettre moins, parce que émettre des GES, ça coûte quelque chose aujourd'hui, alors qu'auparavant, c'était gratuit. Donc, il y a un coût carbone, et comme les gens n'aiment pas payer des coûts, comme les gens cherchent toujours à diminuer leurs coûts, bien, la rationalité de ce régime-là, c'est de faire en sorte que le coût carbone va changer les comportements de ceux qui émettent des GES dans l'atmosphère. Donc, le gouvernement, afin de pouvoir créer son marché du carbone, avait, dès 2007, adopté un règlement obligeant les entreprises qui émettent plus de 10 000 tonnes métriques de GES par année à soumettre annuellement des données précises sur les émissions de GES. Il fallait donc que le Québec se dote d'instruments techniques qui permettent de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de toutes les sources qui existent au Québec qui émettent plus de 10 000 tonnes métriques de GES par année. Il fallait donc avoir ce mécanisme qui oblige les émetteurs à informer le gouvernement de leurs émissions, et ce, selon des protocoles scientifiques et techniques bien établis, qui sont les mêmes pour tous et qui donnent un haut niveau de fiabilité aux données recueillies. Pour créer du marché du carbone, le gouvernement a donc fixé des plafonds d'émissions à tous les établissements qui émettent plus de 25 000 tonnes métriques de GES par année. Donc, la première cible du marché du carbone, c'est tous ceux qui émettent 25 000 tonnes métriques ou plus de carbone par année. Ce sont ces entreprises ou ces sources-là qui doivent transmettre des informations au gouvernement. Oui, c'est à partir de 10 000. Mais 25 000, on est régi par le marché du carbone et on paye un prix carbone. Outre les émetteurs fixes, comme les entreprises, les usines, les industries qui émettent plus de 25 000 tonnes, le gouvernement a assujetti au régime, au marché du carbone, tous ceux qui importent et distribuent des combustibles et carburants au Québec, dont la combustion émettra plus de 25 000 tonnes métriques par année. Alors, donc, tous ceux qui vendent des combustibles au Québec, qui importent des combustibles au Québec, et dont la quantité va émettre plus de 25 000 tonnes par année, doivent
participent au système. Et de façon pratique, toutes les entreprises qui importent plus de 200 litres, c'est ça que le barème qui a été mis dans le règlement, c'est tous ceux qui importent plus de 200 litres au Québec doivent s'inscrire, faire partie du marché du carbone et, effectivement, payer un prix carbone pour les émissions reliées aux carburants et combustibles qui sont importés au Québec. Chaque émetteur ainsi visé doit, pour chaque période de conformité, couvrir ses émissions en achetant des crédits carbone reconnus sur le marché du carbone du Québec. Ça veut donc dire que tous ceux qui émettent plus de 25 000 tonnes métriques de gaz à effet de serre par année doivent couvrir leurs émissions en achetant des crédits carbone qui correspondent à leurs émissions. Le Québec ayant décidé de lier son marché du carbone à celui de la Californie, les crédits carbone émis par la Californie sont aussi reconnus pour fin de conformité au Québec. Alors, une entreprise québécoise, pour respecter ses obligations et couvrir toutes ses émissions, peut aller acheter des crédits carbone en Californie. Les crédits carbone de Californie ont valeur égale aux crédits carbone du Québec. Il en était de même pour les crédits carbone émis par l'Ontario jusqu'à l'abolition du marché du carbone de l'Ontario en août 2018, suite à l'élection du gouvernement conservateur de M. Ford. Sur le marché du carbone, on trouve donc aujourd'hui 3 catégories d'intervenants. Il y a les émetteurs réglementés obligatoirement, et ça, je vous rappelle, les émetteurs réglementés obligatoirement, c'est ceux qui émettent 25 000 tonnes par année ou plus, ou ceux qui importent plus de 200 litres de carburant combustible au Québec par année. Également, il y a une deuxième catégorie, ce sont les émetteurs qui ont adhéré volontairement au marché du carbone. Et ça, je vais vous en parler dans quelques minutes. La troisième catégorie, ce sont des participants. On a donc ici, au Québec, un marché, un véritable marché, comme le marché des valeurs mobilières. Et sur ce marché-là, on retrouve les émetteurs, on retrouve des émetteurs obligatoirement réglementés, des émetteurs volontaires et des participants. Je vais vous parler de la catégorie des participants dans quelques instants. Les émetteurs réglementés obligatoirement sont les émetteurs régis par le règlement québécois du SPED. Il y en a présentement, au 19 octobre 2018, il y a 79 émetteurs au Québec. Donc, 79 entreprises fixes qui ont des établissements de production industrielle et qui émettent des GES, plus de 25 000 tonnes de métriques de GES par année. Ces 79 émetteurs ont 113 établissements industriels. Il y a aussi 75 distributeurs de carburants et combustibles. Je vous ai parlé de ces distributeurs-là, ceux qui distribuent 200 litres ou plus par année. Et il y en a 3 d'entre eux qui portent les 2 chapeaux, c'est-à-dire qui sont à la fois un émetteur et également un distributeur. Donc, des gens qui font du commerce de carburants et combustibles et des gens qui ont un établissement qui émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les émetteurs à adhésion volontaire, ça, c'est une nouvelle catégorie. Ce sont des entreprises qui émettent entre 10 000 et 25 000 tonnes métriques par année. Et ce sont des entreprises qui acceptent volontairement de se joindre au marché du carbone du Québec. Alors, donc, il y a au Québec, à l'heure actuelle, 30 entreprises qui sont en attente d'une acceptation de leur adhésion volontaire. Présentement, il n'y a aucune entreprise qui est reconnue comme étant une entreprise à adhésion volontaire. Comme je vous ai expliqué, c'est une nouvelle catégorie de participants au marché du carbone. Le mécanisme d'adhésion est un mécanisme qui comporte plusieurs étapes. La dernière étape devait être franchie en septembre de cette année pour constituer ou présenter un dossier d'adhésion volontaire au SPED.
et le SPED va rendre des décisions, ou le marché va rendre des décisions prochainement. C'est le ministère qui gère le SPED, va rendre une décision sur ces 30 demandes pour que ces entreprises puissent commencer à participer au marché du carbone à compter du 1er janvier 2019. Alors, les participants ou les adhérents volontaires vont apparaître sur le marché du carbone du Québec à compter du 1er janvier 2019 et ils seront eux-mêmes assujettis aux obligations du SPED, à l'obligation donc de couvrir leurs émissions réelles de gaz à effet de serre chaque année. La troisième catégorie dont je vous ai parlé sont les participants. Les participants, c'est n'importe quelle personne, individu ou personne morale, désireuse de spéculer ou de faire des transactions sur le marché du carbone. Il y a 23 participants d'inscrits. Quand on regarde qui sont ces participants, on remarque qu'il y a des entreprises qui sont là. On remarque qu'il y a des individus qui se sont inscrits comme participants. Eux veulent avoir l'occasion de voir comment le marché fonctionne et participer. Et je remarquais, par exemple, dans la liste des participants, parce que ces listes-là sont toutes des listes publiques, des listes qu'on peut consulter sur le site Internet du ministère. Mais je remarquais, par exemple, que le professeur Pinault des Hautes études commerciales est un participant au marché du carbone. Et donc, on peut comprendre pourquoi. Ce n'est pas tellement qu'il veut spéculer, je crois, sur le marché du carbone. C'est parce que ça lui donne une position privilégiée pour voir comment le marché fonctionne. Ça lui donne accès à tous les mécanismes de fonctionnement du marché du carbone. Alors, pour couvrir des émissions, il y a un certain nombre de crédits carbone qu'on peut utiliser. Il y a d'abord la première catégorie, une catégorie qui est en voie de diminution, c'est les crédits d'action hâtive qui ont été attribués aux émetteurs qui ont pris des actions de diminution de GES entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011. Alors, ces entreprises-là, qui avaient pris des actions de diminution de GES, des actions dites hâtives, donc qui précédaient l'instauration du marché du carbone, eux se sont vus accorder un certain nombre de crédits d'action hâtives. Je vous rappelle que le marché du carbone a commencé à fonctionner le 1er janvier 2013. Alors, ces entreprises-là avaient pris des actions hâtives entre 2008 et 2011. Ensuite, les autres crédits carbone qu'une entreprise peut utiliser, c'est des allocations gratuites qui sont accordées par le ministre. Alors, c'est le ministre qui accorde des allocations gratuites aux entreprises qui ont des procédés industriels émetteurs de GES qui sont techniquement incapables de réduire leurs émissions de GES. Par exemple, prenons le cas d'une cimenterie. Une cimenterie, le procédé de transformation des matières premières en ciment, c'est un procédé qui émet des GES et qui prend de la pierre calcaire et qui va transformer la pierre calcaire en ciment. C'est un procédé, c'est la seule façon de faire du ciment, mais ça émet des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, donc, on parle de procédés qui sont techniquement incapables de réduire leurs émissions de GES. Le gouvernement a versé gratuitement 18 millions d'unités d'émission du millésime 2017, donc le millésime de l'an dernier, à 53 émetteurs admissibles. Ces versements sont en diminution graduelle depuis 2015. La troisième catégorie, ce sont les crédits carbone achetés aux enchères publiques, tenus conjointement par le Québec et la Californie, et pendant une période limitée de temps, l'Ontario, à chaque trimestre. Les prochaines enchères, c'est le 14 novembre 2018. Alors, une fois par trimestre, le ministre québécois vend aux enchères des crédits carbone, des droits d'émission de gaz à effet de serre, et c'est là certainement la plus grande source de crédits carbone qu'une entreprise peut obtenir. Les quantités sont
importantes et ces ventes-là rapportent beaucoup d'argent au gouvernement et j'en parlerai tout à l'heure de ça. La quatrième catégorie, ce sont les crédits achetés sur le marché directement d'un émetteur ou d'un participant qui en possède. Alors, comme un participant peut acheter des crédits carbone, je vous parlais d'un peu dans le but de spéculer, et là, il pourrait les revendre à une entreprise qui en a besoin. Et ça, on parle ici d'un marché secondaire. Donc, ce sont des crédits carbone qui existent sur le marché secondaire, des transactions, et on a liberté de transiger les crédits carbone. Par contre, toutes les transactions doivent obligatoirement se faire par l'entremise du système électronique qui assure le fonctionnement du marché. Ce système électronique, qui s'appelle le KITS, est un système extrêmement rigoureux qui enregistre toutes les transactions de carbone et qui assure donc le marché de la fiabilité des transactions et de la valeur des crédits carbone qui sont transigés. Cinquième catégorie, les crédits compensatoires, provenant de la mise en œuvre d'un projet de réduction volontaire de GES selon un protocole reconnu par les règlements du Québec ou de la Californie. Alors, ce marché des crédits compensatoires, c'est une chose qui existe et ce sont des crédits compensatoires qui sont attribués par le gouvernement de la Californie ou par le gouvernement du Québec à des personnes qui mettent de l'avant des projets de diminution de gaz à effet de serre volontairement à l'extérieur du marché du carbone. Donc, des entreprises qui ne sont pas réglementées par le marché du carbone, qui mettent en œuvre un projet quelconque de diminution de gaz à effet de serre, ça peut donner effectivement des crédits compensatoires. Et ces crédits compensatoires, qui ont une valeur, peuvent être transigés sur le marché, et puis les entreprises peuvent les utiliser pour couvrir leurs émissions à chaque année. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les crédits vendus de gré à gré par le ministre à partir d'une réserve qu'il possède. Alors, il faut savoir que le ministre a une réserve de crédit carbone qui lui appartient, en fait, pas personnellement, évidemment, mais qui lui appartient en sa qualité de ministre responsable. Et ça, c'est des crédits qui sont les plus chers sur le marché. Des crédits qui appartiennent à la réserve du ministre, c'est des crédits qui se vendent à peu près 40, 50, 60 $ la tonne. Alors, c'est les crédits les plus chers et ce sont les derniers crédits auxquels une entreprise voudrait avoir recours pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre. Mais ça permet à une entreprise, à un coût élevé, quand même de couvrir la totalité de ses émissions parce que cette exigence de couverture de la totalité des émissions est une exigence stricte qui doit être respectée par chaque émetteur assujetti. Aucun autre crédit carbone ne peut être utilisé, notamment les crédits carbone volontaires qui sont attribués un peu partout en Amérique du Nord pour des initiatives volontaires de réduction d'émissions de GES ou de création de puits de carbone. Parce que vous savez que là, quand on parle du marché du carbone du Québec ou de la Californie, on parle de marché réglementé. Donc, assujetti à une réglementation très stricte et très rigoureuse. À côté de ça, il y a un marché qu'on appelle un marché des crédits volontaires. Et ça, le marché des crédits volontaires, c'est pas réglementé par aucun gouvernement. C'est un marché qui est réglementé, qui n'est pas réglementé, et où le coût des crédits carbone est beaucoup plus faible que le marché réglementé. On me dit 5 minutes, alors je vais avancer. Alors, simplement pour vous dire que ce marché des crédits volontaires existe, mais on ne peut pas utiliser ces crédits-là pour respecter les obligations du marché du carbone. Ensuite, quand je vous parlais des allocations gratuites, et ici je fais peut-être un lien avec ce que Sharon a pu mentionner avant moi, ont notamment pour but d'alléger le fardeau pécuniaire pour les entreprises engagées dans le commerce international, dont les biens produits sont en concurrence avec ceux produits par des entreprises qui n'ont pas
avoir à assumer un coût carbone de leurs émissions de GES. Le marché du carbone fonctionne par période de conformité. Il y en a 3, une entre 2013 et 2020. Il y a la première, 2013-2014, qui est terminée. La deuxième, 2015-2017, elle est terminée et les gens ont un délai pour respecter leurs obligations qui se termine dans quelques jours. Je vais y revenir. Et il y a une troisième période, 2017-2020. La dernière vente aux enchères, 14 août 2018, a porté sur la vente de 11 millions. C'est pour ça que je parlais de beaucoup d'unités. 11 millions d'unités d'émission. Le prix, c'est 19,57 $ canadiens à 19,77 $ canadiens selon le millésime qui est choisi par l'acheteur. Ce qui a rapporté 217 millions de dollars au gouvernement du Québec. Ces ventes de crédits carbone ont rapporté depuis le début du SPED, 1er janvier 2013, 2,6 milliards de dollars qui ont été versés au Fonds vert. Alors ça, c'est un autre élément du marché du carbone, c'est que non seulement les émetteurs payent un prix carbone, mais l'argent payé, il est réinvesti dans des projets qui visent eux aussi à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors donc, les pollueurs donnent de l'argent, cet argent-là est au gouvernement, le gouvernement redonne l'argent à des municipalités, à des individus, à des entreprises, à des organisations sans but lucratif, à n'importe qui va présenter des projets visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et même, c'est à l'intérieur de ce fonds vert-là qu'on trouve la subvention de 8 000 $ qui est accordée aux consommateurs qui veulent se procurer une voiture électrique. Alors, les sommes versées au fonds vert sont redistribuées, comme je le disais. Pour chaque émetteur assujetti au SPED doit couvrir donc ses émissions pour chaque période de conformité. Alors, la couverture des émissions se fait par période de conformité, donc par période de 2 ou de 3 ans, en fonction des émissions réelles et vérifiées de GES pendant chaque période de conformité. Pendant chaque période de conformité, chaque émetteur ou distributeur assujetti a la liberté et le devoir de planifier les émissions de GES prévues par les établissements, les réductions d'émissions qu'ils vont pouvoir réaliser, les achats de crédits carbone afin de couvrir les émissions de GES au meilleur coût possible. Les émetteurs doivent régulariser leur situation en termes de couverture de leurs émissions pour 20 heures le 1er novembre de l'année qui suit la fin de chaque période de conformité. Alors, cette échéance arrive dans 6 jours, je pense que c'est peut-être 16 jours, je devrais dire, pour la deuxième période de conformité, parce que c'est le 1er novembre, donc jeudi prochain, 2 minutes, très bien, jeudi prochain que la période de conformité doit être, que les émissions doivent être complètement couvertes. Si un émetteur fait défaut de couvrir ses émissions, il s'expose à des sanctions administratives pécuniaires de 10 000 $ ou à des amendes de 3 000 à 600 000 $ par tonne de GES non couverte. Pour la première période de conformité, tous les émetteurs et distributeurs assujettis ont respecté leurs obligations réglementaires sans devoir payer aucune pénalité ou amende. Et si on regarde un peu le progrès qui a été réalisé, je parlais des entreprises, la réduction des émissions des entreprises, des émissions totales de GES au Québec, en 1990, le Québec émettait 89 millions de tonnes de GES en CO2 équivalent. 2014, 82,08 millions de tonnes. Diminution donc de 7 millions de tonnes, c'est le bilan total du Québec, donc moins 8 %. Les industries, elles, de leur côté, en 1990, émettaient 31 millions de tonnes de gaz à effet de serre. 2014, elles ont baissé ce chiffre-là à 25 millions de tonnes, donc une diminution de 6 millions de tonnes, ce qui équivaut à 19,3 % de diminution des émissions. Alors là, je m'apprête à terminer, c'est ma dernière diapo. Alors donc, en octobre 2015, le gouvernement s'est donné une nouvelle cible de réduction de GES de 37,5 % par rapport aux émissions de 90 qui devraient être atteintes en 2030. Alors, on voit que les gouvernements, ou tout au moins le gouvernement du Québec, mais il y a d'autres gouvernements aussi qui sont aussi ambitieux, sinon plus, se sont fixés cette cible ambitieuse
de 37,5 de diminution en 2030. Or, c'était 20 en 2020. Et là, il faut, dans un espace d'une décennie, diminuer de 17,5 supplémentaire. Quant à la diminution de 20 qui doit être réalisée d'ici la fin de 2020, pour l'instant, comme beaucoup de gens l'ont remarqué, on peine à y arriver. Le plan d'action 2020-2030, destiné à atteindre cet objectif, fera l'objet de discussions avec les intervenants au cours des prochains mois et des prochaines années. Le rôle du marché du carbone dans l'atteinte de l'objectif de 37,5 reste à déterminer. Et je vous signale enfin que le Québec a signé une entente avec plusieurs autres gouvernements subnationaux pour diminuer les émissions de GES. Et là, on voit l'ambition des hommes politiques et des femmes politiques de diminuer les émissions de GES. On parle de 80 à 95 pour 2050. Alors, on voit que les gouvernements, aujourd'hui, en 2018 ou en 2015, les gouvernements sont très ambitieux, ont des cibles très ambitieuses, mais le chemin pour y parcourir est un chemin qui va s'avérer très difficile parce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre entraîne des changements majeurs dans nos façons de faire, dans nos styles de vie, dans nos habitudes de consommation et dans le fonctionnement de toute notre économie. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous signaler cet après-midi.